Ouais, ça fait rien, tu nous ouvres les micros et puis il n'y aura pas de musique, il n'y aura rien. Je vois rien, moi. Bon, en tout cas, on est en direct. Pierre, vous approcherez bien près. Vous parlez bien près des micros, s'il vous plaît. Hein. Je redémarre l'ordinateur Balance de la musique, on s'en fout. Et moi, je peux pas parler pendant que vous faites ça? Il faut que je redémarre l'ordinateur. Tu vas nous faire 5 minutes de... Bah, disons qu'il peut en avoir ras-le-bol. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le bar de l'économie présenté par Florence Sueur sur IDFM Radio Anguin 98 FM. C'est jusqu'à 11h. Mais juste avant, Cyndi Lauper. On va faire un petit tour de champ visuel. Alors, votre femme, elle se connecte sur Facebook pour vous regarder, pour vous entendre? Bon. Bon, bah, vous irez cet après-midi sur notre plateforme ou sur YouTube. Abonnez-vous sur YouTube, s'il vous plaît, et faites abonner un maximum de monde. Comme ça, dès que j'ai 400 abonnés, je peux lancer une vidéo en direct sur YouTube aussi. D'accord. Ah oui, ok. Il y a des seuils. Comment? Il y a des seuils. Des seuils. C'est ça. Ouais. D'un seul coup, ça s'est arrêté. Bon, c'est bon là? Moi j'ai mon fils qui va se connecter s'il arrive. Ah bah, il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas. C'est bon là? Non, Brigitte. Brigitte. Hein. Si ça retire, ça va être chaud. Non, ah bah, tu penses à Brigitte Macron? Non. Merci, au revoir. Vous pilotez aussi? Non, non du tout. Le casque est obligatoire, on peut laisser... Non, non, c'est seulement quand vous parlez au micro pour que vous voyez si vous vous déportez du micro ou pas. Non, mais là... Bon. Bah écoute, on va voir, j'espère que ça va marcher. Bah, on va faire les infos et puis après tu verras pendant ce temps. J'espère que le micro marche surtout. Ah. T'as pas compris. Bah non, je savais pas que... J'ai pas de préécoute. Et après, je sais pas moi. T'as pas la préécoute là? Non. Ben, vas-y, me fais parler Florence dans le micro. Vas-y Florence. Bonjour Non, Philippe, non, comment vas-tu? Il n'y a pas de préécoute là. Bon, on a un petit souci de micro aujourd'hui, donc on patiente quelques minutes. Je dis ça pour nos auditeurs via Facebook, parce qu'il y en a déjà 2 qui sont connectés. Donc désolé Anna et Mathilde, on réessaye. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voici en direct du bar de l'économie, comme tous les matins. C'est donc Florence Sueur au micro. Bienvenue dans notre émission quotidienne sur IDFM Radio Anguin pour la FM 98.0. Je vous rappelle la fréquence. Certains me l'ont demandé hier. En vidéo live sur Facebook et puis retrouvez-nous bien sûr sur YouTube. Alors aujourd'hui, des métiers en voie de disparition, investir dans l'aéronautique et des résidences étudiantes ou intergénérationnelles. C'est nos sujets grâce à Pierre Popelier. Bonjour. Bonjour. Pierre Popelier, vous dirigez l'entreprise GTH qui est spécialisée dans les travaux hydrauliques depuis 19 ans. Mais concrètement, en fait, vous travaillez dans un métier qui n'existe presque plus en France. Vous êtes fontainier. Vous faites partie des 7 dernières entreprises en France. Un métier qui ne s'apprend pas à l'école, plus de formation, car il faut des connaissances à la fois en hydraulique et en électricité. Vous faites de la création de fontaines ou de brumisation d'ailleurs, sans oublier la maintenance. À nos côtés, Philippe Mallet, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à tous les auditeurs. Philippe Mallet, vous présidez Delage Aéro Industrie, une entreprise centenaire dédiée à l'aéronautique, aux avions et aux hélicoptères, mais aussi au spatial. Vous réalisez des ensembles, ce qu'on appelle chaudronnés, mécano-soudés, des canalisations rigides par exemple, prêts au montage de moteurs d'avion ou de turbines d'hélicoptères. Vous fabriquez aussi des pièces de structure sur demande, en titane par exemple. On verra tout ça ensemble. Et puis on verra bien sûr vos spécificités. Car vous avez prévu d'investir 1,4 million d'euros environ, avec l'aide notamment de la région Île-de-France pour 430 000 euros. Donc on serait intéressé de savoir si vous reportez ces investissements ou pas. Et puis enfin à nos côtés, Éric Balsi, bonjour. Bonjour Florence.
Vous êtes directeur général de Claisance qui s'installe du côté de Roissy en France. Claisance agit dans l'immobilier social, de la construction à la rénovation. Vous avez développé un modèle original de résidence intergénérationnelle et vous recherchez du foncier bien sûr pour construire et puis aussi des financements externes complémentaires et vous recrutez en même temps des spécialistes. Alors je rappelle que Claisance c'est une filiale d'Action Sociale. Mais avant de vous passer la parole comme d'habitude, les infos du jour. Alors tout d'abord Bruno, notre gastronome pour sa recette du jour. Bonjour Bruno. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous propose une belle recette de saison, hyper simple à faire et je suis sûr que vous allez vous régaler. Vous savez, nous sommes au cœur de la saison de la coquille Saint-Jacques. Alors il faut en profiter, surtout que leur prix n'est plus aussi élevé. Enfin, ça dépend quand même des poissonniers. N'hésitez pas à en acheter 3 kilos, elles se congèlent très bien. Pour cela, il ne faut pas les nettoyer, vous les mettez au congélateur tel quel et vous les décongelez dans du lait. Ensuite, vous pouvez les nettoyer. Mais bon, là, je m'égare. Revenons à notre recette. Je vous propose aujourd'hui une blanquette de coquille Saint-Jacques pour 4 personnes. Pour cela, il vous faut 400 g de noix de Saint-Jacques, 3 belles échalotes, 140 g de beurre, 20 centilitres de vin blanc, 270 g de champignons de Paris coupés en morceaux, 35 g de lardons fumés, du vinaigre, 1 cuillère et demie à soupe de farine, 140 g de crème fraîche, une boîte de bisque de homard de 200 g et 7 centilitres de cognac. Pour commencer, vous faites bouillir 1 litre d'eau salée, vous y ajoutez les noix de Saint-Jacques et vous les faites cuire 5 à 7 minutes, pas plus. Dans une sauteuse, vous faites revenir les lardons, vous ajoutez les noix de Saint-Jacques égouttées, pensez bien à garder un peu d'eau de cuisson des Saint-Jacques. Vous mélangez et vous faites flamber au cognac. Dans une casserole, vous préparez la sauce comme pour un beurre blanc, c'est-à-dire que vous faites réduire les échalotes avec le vinaigre à hauteur. Vous ajoutez le beurre bien froid en morceaux. Lorsqu'il est fondu, vous mettez la farine et vous liez avec du jus de cuisson des Saint-Jacques, le vin blanc et la bisque de homard. Vous ajoutez ensuite les noix de Saint-Jacques, les lardons et les champignons, puis la crème fraîche. Si vous trouvez que le goût n'est pas assez relevé, vous pouvez ajouter une petite goutte de cognac avant de servir, mais ce n'est pas forcément indispensable. Et puis voilà, c'est tout. Non, j'oubliais, vous accompagnez ce plat qui va vous surprendre avec un riz blanc, et c'est un régal assuré. Et un petit verre de chablis pour accompagner le tout ne vous fera pas de mal. Vous voyez comme c'est simple, et pourtant, pour tout vous dire, j'étais un peu hésitant avant de me lancer dans cette recette. Pourquoi ? Parce que j'aime tellement les Saint-Jacques que je les mange toujours comme ça, à l'état pur, juste poêlés. J'ai toujours une petite réticence à les faire autrement. Ou plutôt, j'avais une petite réticence, car cette blanquette de Saint-Jacques m'a convaincu du contraire. Alors, vous aussi, n'hésitez pas, foncez, vous n'allez pas le regretter. Au revoir, bon appétit et à très bientôt. Merci beaucoup Bruno pour cette jolie recette de Saint-Jacques. Moi juste, j'en aurais mis un petit peu plus, pas que 400 grammes, mais bon. Je le reconnais bien. Voilà. Allez, on continue avec les infos du jour. Eh bien, c'est à partir de cet après-midi, 20 janvier 2021, que vous pourrez vous inscrire sur Parcoursup selon le ministère. La création de votre dossier sera alors possible jusqu'au 11 mars 2021, date bien sûr de fin de saisie des vœux, mais tout de même, n'attendez pas le 11 mars pour terminer vos vœux. Il risque d'y avoir embouteillage. Donc voilà. Alors le point sur les nouveautés, c'est ça l'important. Et bien sûr la forme, c'est un site maintenant responsive et désormais les résultats du moteur de recherche s'affichent à côté d'un fond de carte sous forme de liste détaillée. Il est donc consultable avec les mêmes fonctionnalités, que ce soit sur un smartphone, une tablette et même si c'est mieux par ordinateur. Bah oui, bien sûr, parce qu'on peut faire grand format pour tout voir correctement. Alors un onglet permet maintenant de consulter facilement toutes les formations similaires, ce qui est très utile quand on n'a pas déjà de connaissances sur l'offre de formation post-bac dans un domaine précis. Toutes les formations reconnues par l'État sont maintenant intégrées, donc ça veut dire 600 nouvelles formations en plus, ce qui porte l'offre à plus de 15 000 formations différentes et sélectives ou non sélectives. Parmi ces nouveautés, eh bien, des écoles d'art, des écoles de commerce, des formations paramédicales, mais aussi les 10 Sciences Po et les formations de l'Université Paris-Dauphine. Mais attention, Sciences Po Paris continue de faire bande à part et impose encore cette année une inscription sur son site personnel. Cependant, le dossier était à remplir avant le 5 janvier, donc c'est trop tard.
Autre nouveauté pour les études en santé, la PACES disparaît. Les bacheliers intéressés par cette nouvelle orientation devront choisir entre les deux voies, la PAS, PA2S, ou la LAS, LAS, ça veut dire licence avec option accès santé. Alors, le parcours PAS, PA2S, dispensé obligatoirement dans une faculté de santé. Il propose donc des enseignements dans le domaine de la santé et quelques enseignements hors médecine, avec du droit, des maths et de la biologie. Ça correspond un petit peu à la PACES actuelle. Par contre, la licence, et c'est ça vraiment la nouveauté, c'est la licence avec option accès santé. Une licence donc en gestion, lettres, droit avec une option accès santé implique donc des enseignements dans le domaine de santé en complément si vous choisissez cette voie. Ça veut dire donc qu'il y a des passerelles entre si vous faites du droit ou des gestions ou des lettres, et bien en complément vous pouvez aller dans la santé ensuite. Il est possible par contre de redoubler une licence AS, mais pas une PAS. Ce sera donc comme le PACES actuel, ce qui suppose donc une réorientation dans l'une des matières secondaires. Maintenant, pour l'alternance sur Parcoursup, eh bien, plus de 3000 formations différentes par 2 sélections. Une sélection classique sur la base du dossier du candidat avec une réponse d'admission envoyée à partir du 19 mai ou mieux. Certains organismes de formation vont contacter les candidats directement, ce qui permet à eux, pour eux bien sûr, d'engager une recherche d'entreprise plus tôt, sans attendre le 19 mai, et même de signer un contrat d'apprentissage avec une entreprise avant le 19 mai. Et ça, c'est très important parce que ce n'était pas possible jusqu'à présent. Maintenant, pour la réorientation, un espace vous est dédié, mais il faut avoir obtenu votre bac depuis plus de 4 ans. L'équipe Parcoursup est disponible, alors là c'est pour tout le monde, pour répondre à vos questions via plusieurs voies. Tout d'abord la rubrique Contact depuis votre dossier, et puis aussi un numéro vert qui est le 0800 400 070 du lundi au vendredi de 10h à 16h. Et puis vous avez aussi, bien sûr, je vous rappelle évidemment l'adresse de Parcoursup, c'est parcoursup.fr tout simplement. Philippe Mallet, la formation, est-ce que c'est un problème pour vous en tant que chef d'entreprise ? Alors dans l'industrie, il y a une vraie difficulté aujourd'hui à trouver des profils techniques, des jeunes qui ont fait une formation technique et qui veulent s'engager dans cette voie. C'est assez dommage parce qu'il y a des débouchés. On recherche toujours, malgré l'automatisation des procédés, on recherche toujours des gens qui ont une formation technique forte, par exemple en chaudronnerie, en usinage, en ajustage. Et ce sont des secteurs dans lesquels on embauche et on embauche durablement. Donc il faut que les jeunes que ça peut intéresser y pensent. Et ce sont des voies qu'il ne faut pas négliger, même si les nouveaux métiers sont bien évidemment intéressants également. Donc ce que vous voulez dire, c'est que c'est aussi pour un jeune difficile de trouver une formation en fait adéquate. En plus, pour vous d'embaucher. Absolument, ces formations ont été quand même réduites, mais il en reste. Et il faut y penser parce qu'il y a des emplois derrière. Est-ce que vous pouvez nous donner une indication de fourchette de salaire à l'entrée et puis une fois qu'on acquiert les compétences, que vous avez une idée ? Ce sont des métiers dans lesquels on fait une carrière longue, donc on démarre, on est nettement au-dessus du SMIC et on peut terminer à 4 ou 5 000 euros quand on est vraiment expert, ce qui est une très belle carrière. Voilà, donc avis pour les parents et pour les jeunes, essayez d'aiguiller vos enfants dans l'industrie. On va poser la même question à Philippe Popelier. Avez-vous du mal à recruter ? Comment faites-vous ? C'est Pierre. Pierre, pardon, excusez-moi, Pierre Popelier, oui, vous êtes dirigeant de l'entreprise GTH. Difficulté de recruter également, puisque nous on cherche des électrotechniciens, câbleurs et également automaticiens, des soudeurs, canalisateurs. Voilà, donc ce sont des métiers bien à part. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'école pour ce métier de fontainier. Et on forme les gens sur. On a déjà formé des gens sur la soudure. Sur le tas. Sur le tas, avec des formations. Voilà. Donc la transmission, c'est de vous aux apprentis, enfin aux jeunes qui démarrent, ou de vos salariés actuels aux jeunes qui démarrent ? Je dirais les deux, puisque nos salariés qui ont de l'expérience, j'ai des salariés qui ont 25 ans d'expérience, donc ils peuvent justement transmettre aux jeunes qui vont arriver leur savoir, puisque ce n'est pas moi qui est à l'atelier, qui câble les armoires et autres. Voilà. Donc effectivement, les anciens peuvent transmettre aux jeunes tout leur savoir. Alors du coup, je vous rappelle à tous d'ailleurs ce qu'a dit notre invité Jérôme Bénilan, donc il y a lundi, qu'il y a une école de production qui va s'ouvrir à Stein en septembre 2021, et ça c'est plutôt bien pour vous. Alors justement, Pierre Popelier, pareil, même question, à combien démarre-t-on
chez vous par exemple? Je dirais un peu comme Philippe, on démarre au-dessus du SMIC. Voilà. Même quelqu'un qui commence, qui n'a pas de formation, va commencer aux alentours de 1004-1005 net. Voilà. On lui fournit un véhicule pour aller sur les chantiers. Et ça peut se terminer à peu près pareil à 4 000-5 000 euros. Donc c'est plutôt des postes intéressants. Est-ce que du coup, comme vous ne trouvez pas, vous ne pouvez pas prendre les jeunes à la sortie d'école, vu qu'il n'y a pas de formation, en fait, c'est un manque pour la France, est-ce que vous prenez des enfants, ou des jeunes, je veux dire, en apprentissage directement? Apprentissage, j'ai jamais pris encore. Ça peut se faire éventuellement. Et puis, ceux qui m'entendent, s'il y en a qui veulent travailler leur métier de fontainier, qu'ils n'hésitent pas. Voilà, Société GTH et on embauche. On reviendra avec vous sur les soucis justement des jeunes en entreprise plus tard, si vous voulez bien. Merci Pierre Popelier. On va poser la même question à Eric Balsi. Par contre, vous êtes dans l'immobilier. Est-ce que c'est plus facile pour vous de recruter? On a moins de difficultés. Là où on a peut-être un peu plus de mal, c'est sur les métiers de la construction et de la rénovation. En fait, on cherche des experts, des spécialistes pour le montage d'opérations, dans le suivi de travaux. C'est là où on peut avoir peut-être quelques difficultés, mais globalement, on n'a pas les mêmes problèmes. Merci beaucoup pour vos commentaires à tous les trois. Alors, autre sujet du jour, je voulais vous le dire, un sujet un peu plus gai, ouverture des soldes d'hiver, et ce jusqu'au 16 février. Les commerçants comptent bien écouler leurs stocks et leurs invendus pendant ces 4 semaines au lieu des 6 habituels. Le bilan des soldes 2020 est décevant, car en hiver, il y a eu les mouvements sociaux et puis la Covid pour les soldes d'été. Alors, pour faire de bonnes affaires, eh bien, repérer les produits souhaités en amont. Ils doivent avoir été proposés depuis plus d'1 mois et puis comparer les offres. Et pour vos achats en ligne, attention à certains sites douteux qui souvent peuvent solder un article au même tarif qu'avant l'événement, ou alors ils ont gonflé tout simplement les prix de départ pour faire croire à un pourcentage de réduction plus important, donc comparez. Vérifiez également toujours les mêmes offres chez plusieurs commerçants, car on peut avoir des surprises. Et puis, durant les soldes, je vous rappelle que les commerçants n'ont pas le droit de faire venir des produits spécialement pour les soldes, et ça, on l'a régulièrement vu. Ni vous d'ailleurs, ni de vous proposer une limitation des garanties sur les articles soldés. Alors les soldes, j'ai la chance d'avoir des hommes à mes côtés. Les soldes, ça vous concerne, Philippe Mallet? Est-ce que vous faites les soldes? Je ne sais pas si je suis le meilleur interlocuteur pour parler des soldes. Je me dis que dans la période actuelle, il est important d'acheter ce dont on a besoin et de faire attention à l'impact environnemental qu'a la fabrication de tous ces vêtements. Donc acheter moins cher si c'est possible, oui c'est bien. Acheter des choses qu'on ne portera pas, posons-nous la question. Voilà, la frugalité, c'est une philosophie. C'est peut-être la modernité actuelle. Merci Philippe Mallet. Pierre Popelier, et vous, alors comment faites-vous? C'est une affaire familiale, les soldes, ou Les vous soldes, y allez vous aussi? C'est plus les filles, enfin ma femme par exemple, voilà. Mais moi personnellement, les soldes, non, pas trop. Voilà, chez vous, c'est la femme qui achète pour tout le monde, c'est ça? Oui, voilà, ça l'achète également pour moi. Voilà. Et comme ça, pas très boutique. le shopping, ça vous plaît pas? Pas du tout. Eric Balsi, alors, les soldes, vous allez les faire? Habituellement, je les fais après 18h, donc ça va être compliqué. Non, ça reste quand même très exceptionnel, et puis j'achète véritablement quand j'ai envie, donc j'attends pas du tout une période spécifique pour acheter. Voilà, c'est typiquement masculin, on achète quand on a besoin et avec frugalité. Merci messieurs pour ces commentaires. Allez, autre information, et ça va peut-être plus vous intéresser, c'est Samsung qui dévoile sa nouvelle gamme de téléphones, les Galaxy S21, compatibles avec la 5G. Le fabricant coréen mise sur la photo, avec 3 objectifs comme sur les Apple ou sur Huawei, qui a marqué des points d'ailleurs dans ce domaine. Ce sont les premiers téléphones qui affichent le nouvel indice de réparabilité avec une note de 8,2 sur 10. 3 tailles d'écran, 6,2 pouces, 6,7 et 6,8. Nouveau design, une finition mate qui évite les traces et une déclinaison de nouvelles couleurs, gris, violet, blanc, rose ou une autre qui s'appelle Silver Black. Pour la photo, Samsung mise sur le zoom et des capteurs de 60 mégapixels ou de 108 sur une autre sur le S21 Plus, ou alors des images en 12 mégapixels seulement pour ceux qui veulent partager plus facilement leurs photos. La prise de photos de nuit est aussi améliorée même en basse lumière. L'originalité de la captation de vidéo et le mode réalisateur, ce qui permet de filmer
en même temps avec le capteur avant de l'appareil et un capteur arrière. On filme ce que l'on voit avec un retour face caméra en haut à droite de l'écran sur un seul flux vidéo, et ça c'est drôlement bien pour tous ceux qui font beaucoup de vidéos. Affichage aussi plus rapide, meilleure fluidité pour les jeux vidéo par exemple, et surtout meilleure définition et en plus d'autonomie. Le prix, bon bah évidemment c'est cher, de 859 à 1438 €. Alors le smartphone, messieurs, un outil ou aussi un outil de travail ou bien aussi un outil ludique. Pierre Popelier. Le smartphone, je m'en sers pour téléphoner. Voilà. Je ne suis pas photo du tout ni seul, donc voilà. Et c'est uniquement un outil de travail pour moi, le smartphone. Donc la génération m'importe peu. Voilà, tout simplement. Du moment que ça fait son travail de téléphone Oui, et qu'il y a on passe beaucoup de temps des dans bons une réseaux entreprise au et des téléphone, bons antennistes, voilà, c'est ça. c'est le principal. Ça va très bien. Pour vous, Pierre Popelier, est-ce que c'est un outil de... Pour vous, Philippe Mallet, est-ce que c'est un outil de travail, de relation avec vos salariés, avec vos clients, ou bien est-ce aussi un outil ludique? C'est essentiellement un outil de travail. Alors c'est clair que les smartphones sont rentrés dans notre vie, y compris sur la partie ludique. Maintenant, toutes les innovations techniques au pas de charge, est-ce que c'est des vrais besoins pour nous ou est-ce qu'on cherche à nous vendre toujours plus? Posons-nous la question. Eric Balsi, même question. Les deux, en fait, c'est professionnel, puisqu'on l'utilise énormément pour consulter les mails, pour la visio aussi, ça s'est énormément développé. Ce que je note avec ce que vous avez indiqué, c'est la 5G. Donc on verra ce que ça peut apporter, mais je pense qu'en termes de flux, justement, ça va être un véritable confort. Et puis personnel aussi, parce que vous parliez de qualité d'appareil photo, de vidéo. On filme de plus en plus, on prend des photos, donc voilà, ça sert aussi pendant les loisirs. Vous voulez dire que vous, dans votre entreprise, vous avez utilisé vos téléphones pour faire des visios, des conférences à plusieurs, et c'était pas obligatoire pour vous d'acheter du matériel, donc, autre que le téléphone. Si, en fait, on a du matériel professionnel en entreprise, mais c'est vrai que comme on se déplace assez souvent, et que depuis la crise sanitaire, finalement, la visio est devenue quasi un quotidien. Hein. Donc c'est vrai que c'est pratique. Là, par exemple, si dans une heure j'ai une visio, je peux même faire la visio dans la voiture en étant garé, évidemment. Bien sûr. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Autre information du jour, c'est Intel qui s'intéresse à la reconnaissance faciale en 3D. Le géant des processeurs a développé un boîtier équipé de sa technologie RealSense. Il peut s'intégrer à un distributeur de billets, à une caisse d'un magasin ou encore à l'entrée d'une porte pour déverrouiller une serrure connectée. L'objet combine un capteur de profondeur actif allié à un réseau neuronal pour traiter et crypter rapidement et localement l'ensemble des données pour assurer donc une sécurité en moins d'1 seconde. C'est ce qu'annonce Intel. La solution s'active uniquement à l'arrivée d'un utilisateur et ne pourra identifier quelqu'un que si la personne s'est enregistrée au préalable. Ça, c'est très important pour la sécurité des données. Cet outil scanne le visage et peut fonctionner sous diverses conditions d'éclairage et pour tout type de couleur de peau, car ce qui est difficile pour ce genre d'outil sont les peaux foncées. La caméra s'adapte au changement des utilisateurs comme une nouvelle coupe de cheveux, l'apparition ou la disparition de lunettes et autres caractéristiques personnelles. En réalité, Intel recycle sa technologie RealSense, disponible depuis 2018 apparemment, qui n'a pas vraiment réussi à trouver des débouchés. Rappelez-vous, en 2018, Intel avait présenté une version de cet outil en permettant de contrôler un fauteuil roulant avec l'aide des expressions faciales. RealSense ID, ça s'appelle donc ce nouveau boîtier, n'est pas pour un smartphone, c'est uniquement pour des équipements publics et pour authentifier des utilisateurs. Et puis enfin, dernière info du jour, allez, on va se poser des questions un petit peu amusantes. Les extraterrestres sont-ils parmi nous? Eh bien, si cette question vous intéresse, sachez qu'en 2020, le nombre de signalements d'OVNI a littéralement explosé dans plusieurs parties du monde. Le thème est à l'affiche d'une nouvelle série d'ailleurs, dont la diffusion vient d'être lancée sur Canal+. Eh bien, le site The Black Vault, VAULT.com, diffuse plus de 2700 documents enfin déclassifiés par la CIA. Peut-être y trouverez-vous des réponses dans ces documents désormais librement disponibles au téléchargement et grâce à l'acharnement de John Greenwald. C'est lui qui a créé ce site TheBlackVault.com. Et donc, vous pourrez aller voir 2700 pages qui viennent s'ajouter
aux 2,2 millions de documents déjà regroupés sur le site. Ces pages relatent de dizaines d'incidents mystérieux, dont des documents remis en main propre au sous-directeur adjoint de la science et des technologies à la CIA depuis les années 70. Bref, on y rencontre un réfugié bosnaque qui nous raconte sa rencontre du troisième type ou des mystérieuses explosions en pleine nuit dans une petite ville de Russie. Bref, tout y est, c'est du moins ce que prétend la CIA. Voilà, je voulais vous faire rêver aujourd'hui. Mais quand même, ça interpelle. Pierre Mallet, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Philippe. Oh, Philippe Mallet, décidément, aujourd'hui, je me Je trouve présente. merveilleux dans un monde actuel, heureusement, où tout le monde a ses certitudes et des analyses très fermes, d'avoir ces interrogations un peu universelles. On ne sait pas, ça intéresse beaucoup de gens et ça permet de rêver. Donc je trouve très bien qu'on fasse ces publications et que chacun se pose des questions et que la science essaye d'avancer en parallèle. Merci beaucoup Philippe Mallet. Je rappelle que vous présidez Delage Aéro Industrie. À vos côtés, Pierre Popelier, qui dirige l'entreprise GTH, et Éric Balsi, directeur général de Claisance, que l'on retrouve dans quelques secondes, car tout de suite nous allons faire une petite pause musicale et ensuite place au sujet du jour, métier en voie de disparition, investir dans l'aéronautique et résidence étudiante ou intergénérationnelle. Voilà, on fait une petite pause d'1 minute et demie. Ouais. Et après, on va parler industrie aéronautique. Comment ? Non mais Pierre Philippe aujourd'hui... C'est Philippe Armstrong. Philippe... Arrête, je suis capable de le dire. Tu peux le dire pour rigoler. J'ai envie que tout le monde s'appelle Philippe aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Ça doit être ça. C'est pas la Saint-Philippe quand même aujourd'hui. Comment ? C'est pas la Saint-Philippe, non ? Bah non, Franchement pas. je crois pas. C'est le 3 mai. Je le prenais. C'est un lapsus révélateur, c'est parce que mon mari s'appelle Philippe. Voilà. D'habitude, Et comme il n'est pas rentré hier soir, N'importe quoi. Les auditeurs, ils vont vous croire. Le pauvre. Voilà, on fait une pause avec Louis Armstrong parce que Philippe, notre technicien en place, sait que j'adore le jazz et toute cette période. c'est parce que c'est le premier qui est arrivé là. Ah oui, c'est le premier ministre. Oh. En fait, avant, au début, c'est vrai, je faisais toujours une pépite musicale. Il faudrait qu'on reprenne ce rythme. Et après, on part dans la modernité. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai envie que tout le monde s'appelle Philippe. Comme ça. Il n'y a que vous, Eric, qui avez de la Ça chance. va, j'ai de la chance parce que je suis un petit peu. Bon, c'est bon. Méfiez-vous Dès que tout à je change l'heure. de place, c'est foutu. C'est Philippe ou tu Ça, tu joues ma fédérique. Bon, il faut bien rigoler. On va attendre notre invité parce que Vous êtes combien à la radio du coup ? ici, il y a très peu de salariés. En fait, on est tous des animateurs bénévoles. Moi, j'arrive et je produis cette émission bénévolement de chez moi. Et Bah là, 20 secondes, là, on va être obligé de reprendre. eh ben, on va reprendre, hein, tant pis. Le voilà. Puis, attends. Nous voici de retour après cette belle pause musicale avec Louis Armstrong. Vous savez que j'adore toute cette période musicale qui est magique. Alors aujourd'hui, au bar de l'économie, toujours bien sûr avec IDFM Radio Anguin, eh bien, nous parlons résidence étudiante avec Éric Balsi. Nous allons parler des métiers en voie de disparition avec Pierre Popelier. Et nous parlons tout de suite eh bien, d'investir dans l'aéronautique avec Philippe Mallet. Philippe Mallet, vous dirigez Delage Aéro Industrie, une industrie centenaire installée à Pierrefitte, sur Seine. Donc, expliquez-nous un petit peu, avant qu'on rentre dans l'investissement dans vos projets, bien sûr, industriels, expliquez-nous un petit peu cette fabrication, ces métiers de l'industrie aéronautique, hein, de la sous-traitance finalement. Alors il s'agit essentiellement de travail des métaux et on fournit des sous-ensembles mécaniques qui sont usinés, chaudronnés, formés, soudés, contrôlés. On a vu que ça soit bien contrôlé.
et assemblés sur des moteurs d'avion, des composants de la fusée Ariane sur le lanceur, et qu'il s'agisse d'applications civiles pour des moteurs d'Airbus par exemple, ou militaires pour le Rafale, livrés à des clients tels que Safran ou Dassault, qui sont les constructeurs. Et alors, vos salariés, ceux qui travaillent donc chez Delage Aéro Industrie, travaillent beaucoup sur machines à commande numérique, j'imagine. Alors il y a les deux, en usinage oui, et il y a également des métiers très manuels comme le formage de tôle, pour faire des formes complexes, où on est un petit peu à l'ancienne avec un travail manuel. La personne avec ses outils qui va faire des formes particulières dans des matières telles que le titane pour obtenir des pièces un peu uniques. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le travail sur des tours? Alors, il y a des tours et des centres d'usinage pour la partie usinée. Et puis sinon, il y a d'autres types de machines pour plier, pour rouler des tôles, pour poinçonner, pour souder, pour contrôler. C'est très varié. Le travail des métaux, il y a beaucoup de spécialités. Et Delage Aéro intègre sous son toit toutes ces spécialités. Est-ce que si on travaille sur un tour ou si on travaille sur une rectifieuse ou alors si on fait du cintrage, ce sont des mêmes métiers ou est-ce que c'est trois métiers différents par exemple? Il s'agit de métiers assez différents. Le cintrage, c'est de l'ajustage. On va plier des tubes et les mettre à la forme voulue autour du moteur. L'usinage, on va programmer une forme et enlever de la matière sur un lopin brut. Et donc, il faut programmer la machine et ensuite savoir la conduire. Et puis, quand on fait de la chaudronnerie, c'est encore un métier différent où on vient donner une forme à une tôle métallique. Alors tout à l'heure en introduction, vous nous avez parlé des difficultés à embaucher et à trouver des jeunes ou des personnes en reconversion, à la limite pourquoi pas, pour venir travailler chez vous. Comment faites-vous donc du coup? Est-ce que vous prenez des jeunes en sortie à la limite de bac ou de troisième et vous les prenez en alternance? Vous les formez vous-même sur le tas? Comment faites-vous? On essaye de former des jeunes. En usinage, il y a encore des formations. Donc là, on trouve et puis on les intègre à nos équipes pour les faire progresser. Dans les métiers où c'est vraiment difficile de trouver, tels que la chaudronnerie, on essaye de trouver des gens qui ont déjà une expérience, qui viennent d'autres entreprises où ils ont été formés. Et on travaille aussi, ça fait le lien avec le sujet, sur l'automatisation de procédés qui étaient manuels, de façon à mécaniser des opérations qu'on ne sait plus faire à la main, en achetant des machines qui préparent le travail. Tout simplement. Oui. Alors l'aéronautique, c'est pas la joie en ce moment dans l'aéronautique. On sait que 2021 va être difficile aussi, voire peut-être même le début de 2022. Comment faites-vous avec cette pandémie? Expliquez-nous un petit peu, Philippe Mallet, pour Delage Aéro, comment ça se passe? Alors, le secteur de l'aéronautique est sinistré, tout le monde le sait, les avions ne volent pas. Donc s'ils ne volent pas, les compagnies ne commandent pas de nouveaux appareils et les fabricants ont arrêté leur production, fortement réduit au moins. Donc on s'adapte avec les mesures d'aide du gouvernement, avec des prêts, avec du chômage partiel et on réduit notre production. En parallèle, il faut qu'on investisse et c'est un véritable arbitrage à faire. Alors du coup, puisque vous parlez investissement, comment allez-vous faire? Puisque j'ai dit en intro que vous vouliez investir 1,4 million et que la région Île-de-France vous accorde une subvention de 430 000 €. Est-ce que vous allez profiter de cette année pour justement investir et réaménager vos usines ou est-ce que vous allez reporter ce projet? L'aide de la région est un vrai déclencheur. Ça, je veux vraiment insister, c'est très positif parce que tout seul, on ne pourrait pas. Avec cette aide, on va pouvoir enclencher notre plan. Il va bientôt, bien sûr, être sur plusieurs années, mais il va pouvoir démarrer, ce qui va nous donner quand même de la compétitivité pour obtenir des nouveaux marchés. Et ça nous sert absolument de catalyseur pour pouvoir commencer ce plan d'investissement qui va s'étaler sur plus longtemps, mais qui va quand même se réaliser. Ah, du coup, vous allez reporter cet investissement sur plusieurs années et non pas le faire d'un coup comme vous pensiez au départ. On va faire au fur et à mesure des moyens que l'on a. L'aide de la région est partielle, donc il faut qu'on trouve les cofinancements. Et au fur et à mesure qu'on aura la capacité de réaliser des investissements, on le fera. Mais j'insiste, c'est un vrai point positif d'avoir obtenu cette subvention parce que sinon, on ne pouvait pas financièrement réaliser les investissements souhaités. Ça veut dire que vous allez réorganiser votre usine? Vous allez agrandir peut-être? Vous allez recruter des salariés nouveaux dans le futur? Alors, agrandir, non pour le moment. Réorganiser, oui. On va chercher la compétitivité avec des moyens de production plus modernes et espérer ainsi obtenir des nouveaux marchés qui nous permettront d'embaucher. Il y a un cycle. La première chose, c'est de pouvoir obtenir des commandes et pour pouvoir obtenir des commandes, il faut qu'on montre qu'on a des prix qui sont compétitifs.
Est-ce que ça veut dire que également vous allez ouvrir à d'autres marchés que vous n'adressiez pas jusqu'à présent pour Oui. sortir un peu de l'aéronautique finalement? Alors, sortir de l'aéronautique, pas forcément dans un premier temps, mais au moins aller chercher d'autres clients dans l'aéronautique. C'est un milieu qui est vaste et que l'entreprise ne touchait pas complètement jusqu'à aujourd'hui. Et puis bien évidemment, quand il y a des secteurs qui utilisent les mêmes technologies, comme dans l'armement par exemple, ou dans l'énergie, ou dans le transport, eh bien, essayer d'utiliser nos savoir-faire pour aller atteindre et adresser des marchés qui aujourd'hui n'étaient pas les nôtres. Alors Philippe Mallet, je rappelle que vous dirigez Delage Aéro-Industrie, c'est donc l'aéronautique, les avions, les hélicoptères, mais aussi le spatial bien sûr. Ça veut dire que vos clients, ce sont des clients qui sont français et internationaux. Donc actuellement, comment faites-vous, même si le marché est bien sûr à l'arrêt, on va dire carrément, c'est ce qu'on peut, tout le monde le sait, je pense maintenant. Est-ce que ça vous amène à travailler quand même avec... Enfin, comment faites-vous pour pouvoir malgré tout garder contact avec vos clients? Aujourd'hui, on ne perd pas de clients, simplement les volumes sont réduits chez tous les clients. Donc ça, c'est important. On travaille malgré tout pour satisfaire la demande, mais on rentre un peu la tête dans les épaules en termes de coûts pour pouvoir passer le cap, c'est certain. Ça veut dire que vous avez quand même un certain volant de chiffre d'affaires qui est maintenu? Oui, on a perdu 35% de notre chiffre d'affaires nominal, et donc on essaye de recaler notre structure de coûts sur ce qui aujourd'hui est visible pour 2021 et 2022, de façon à être encore là demain et à pouvoir vivre dans un environnement modifié. Alors j'imagine que les entreprises qui peuvent commander chez vous ne sont pas toutes installées en France, il y en a aussi à l'étranger. Comment faites-vous? Alors, on a une démarche de prospection effectivement pour aller chercher d'autres clients essentiellement européens. Mais les gros donneurs d'ordre dans l'aéronautique sont quand même français. Quand on parle de Safran, d'Airbus, d'Assaut, ce sont des clients qui sont quand même français et qui représentent l'essentiel de notre panel de clients aujourd'hui. Alors pour travailler avec tous ces gens-là, j'imagine qu'il faut des certifications. Est-ce que c'est important la certification? C'est essentiel. L'entreprise a de multiples certifications qui lui assurent sa fiabilité, qui rassure les clients et que l'on maintient malgré la baisse d'activité pour pouvoir rester accroché à ces marchés-là. Donc effectivement, tout ce qui est contrôle, tout ce qui est soudure, tout ce qui est certification qualité de tous ordres, il y a des exigences très fortes contrôlées par des organismes internationaux et ces exigences sont respectées par l'entreprise. Donc du coup, ça vous oblige à certifier tous les combien, à la limite, tous les combien tous les combien d'années faut-il se remettre en question quand on est comme vous dans l'aéronautique? Beaucoup de choses sont annuelles, notamment les certifications des personnes qui soudent, par exemple, dont on vérifie finalement les qualités professionnelles tous les ans. Il y a des choses qui sont tous les 18 mois, d'autres tous les 2 ans. En fonction des résultats des audits précédents, plus l'on a été performant, plus l'espace entre 2 audits peut être agrandi par l'organisme certificateur. Et grâce à ça, ça vous permet d'être inscrit sur les listes des grands donneurs d'ordre, c'est ça? Oui, on a des certifications qui sont internationales et puis d'autres qui sont spécifiques à chaque client. Certains clients ayant leurs propres exigences et demandant leur propre certification pour chaque sous-traitant. Alors comment se passe la négociation avec les salariés du fait de cette pandémie où il a fallu réadapter un petit peu les cycles de travail des journées en fait? Les gens ont compris que c'était des sujets qui étaient mondiaux et que l'entreprise en elle-même était prise dans quelque chose qui la dépasse. Donc il y a eu beaucoup de discussions apaisées, même si tout le monde est inquiet, pour que l'entreprise s'en sorte. Le pronostic vital, il est engagé, pour prendre une expression qui vient d'ailleurs. Et donc tout le monde fait corps pour sauver ce qui doit l'être. Si ça passe par des réductions d'horaires, les gens l'acceptent pour sauver l'essentiel qui est le bien commun. Du coup, vous avez fait appel aux aides du gouvernement, le PGE, le chômage partiel? Oui, on a été obligé, sinon l'entreprise ne survivait pas. Alors, le PGE, c'est du court terme, on a de la trésorerie pour passer le cap, il faut rembourser après. Donc il faut redevenir rentable dans le futur pour pouvoir rembourser les sommes qui nous ont été avancées. Donc vous, le PGE, vous l'avez consommé en fait? Il a en partie été consommé par rapport à cette année 2020 qui est consommatrice de cash compte tenu de la brutalité de la baisse d'activité. Bien sûr, et vous avez compris qu'il fallait renégocier avec votre banque pour le reporter au niveau du remboursement à 2022. Oui, il sera amorti sur plusieurs années, mais ça nous impose d'être rentable dans les années à venir et donc de nous adapter au marché tel qu'il est aujourd'hui.
Ça veut dire quoi pour vous concrètement? Ça veut dire réduction d'effectifs ou augmenter, si possible, trouver des nouveaux clients? Dans l'immédiat, on a adapté notre effectif pendant l'année 2020 et aujourd'hui, on est sur une maquette de personnel qui permet de s'adapter aux chiffres que l'on connaît en 2021 et on fait tout ce que l'on peut pour trouver des nouveaux marchés pour réembaucher rapidement. Alors finalement, pour vous, Philippe Mallet, pour Delage Aéro, qu'est-ce qu'il faut souhaiter et qu'est-ce qu'il vous faut finalement? Quels sont vos besoins immédiats? Il faut que cette pandémie reste un mauvais souvenir, soit derrière nous, de façon à ce que les avions volent et que les gens prennent les avions et que ce marché retrouve une certaine vitalité. Donc finalement, vivement la vaccination en fait. Si elle est efficace, bien évidemment. Bien évidemment, c'est ça qu'on peut souhaiter. Est-ce que, alors pour cet investissement quand même, je rappelle, c'est pas une petite somme, 1,4 million, c'est même énorme. Bravo à vous, c'est sur plusieurs années. Quand est-ce que vous démarrez ces projets d'installation de nouvelles usines finalement, de nouvelles machines? C'est de nouveaux équipements dans l'usine, ça a déjà commencé. Et donc cette somme-là, elle est importante, mais c'est la somme de nombreux équipements. Donc les prix unitaires vont pouvoir s'étaler tout au long de l'année, et même de 2022. Donc on a déjà commencé et on va faire au fil de l'eau en fonction des priorités et des moyens financiers qu'on arrivera à dégager. Alors je vous avais dit tout à l'heure, vous avez suggéré que c'était difficile de trouver des investissements, que vous n'aviez pas encore trouvé tous les financeurs. Donc est-ce qu'il faut aujourd'hui faire aussi un appel aux financeurs qui nous entendraient? C'est des discussions avec nos banques, avec aussi notre capacité propre. Donc les discussions sont engagées, mais c'est clair que la subvention que l'on a eue, elle est partielle, donc ça nous oblige à équilibrer nos budgets avec des financements complémentaires. On dit que c'est difficile pour un industriel de trouver des financements pour des machines-outils. Est-ce que vous confirmez? Ça dépend de l'état de santé de l'entreprise et de sa capacité à démontrer qu'elle pourra rembourser. Donc je crois qu'il n'y a pas de généralité. Investir quand on a une belle rentabilité, tout le monde prête. Quand la situation est plus difficile, les banques font un pas en arrière. À nous, entrepreneurs, de démontrer que l'investissement est pertinent, qu'il apportera de la marge et qu'on pourra rembourser. Est-ce qu'il ne faut aller que vers les banques ou est-ce qu'il y a éventuellement d'autres financeurs qui s'intéressent à l'industrie? Compte tenu de notre taille d'entreprise, entre 40 et 50 personnes, c'est les banques l'interlocuteur privilégié. On n'a pas une taille qui permet de parler au marché. Merci Philippe Mallet d'avoir fait ce tour d'horizon pour l'industrie aéronautique aujourd'hui. Je rappelle que vous dirigez Delage Aéro Industrie qui est installé à Pierrefitte-sur-Seine. Alors peut-être, on va peut-être rappeler le site internet si des personnes ou des investisseurs sont intéressés par votre entreprise. delage-aero.com. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Musique. Pile poil. Voilà, je vous accompagne. Eric, switchez. Merci. C'est Philippe maintenant. Je ne le fais pas. Tout va bien, c'est bon. Ça redémarrait, là, C'est à 9h15 quand il y a eu des branchements de machines. Moi j'ai entendu un clic. Ouais, Sur la pige aussi, j'ai un clic. c'est bizarre. Est-ce que. Oui, c'est là qu'elle se branche d'habitude. Ouais, Pas ouais. sur la 1 ou la 2, tu sais pas. Non, de toute façon, ça marche, les deux marchent. Ouais, bah écoute, c'est pas grave. J'ai bien. Alors, dans ces conditions, je sais pas si tu le sais, tu redémarres. Soit Oui, il tu me l'avait redémarres- expliqué vite fait une fois. Bon, tu redémarres ça démarre pas. Tu redémarres l'ordinateur. Et puis tu. Et après, il faudra appuyer. Et dans l'ordre, il nous va Ouais, dire là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elles sont sympas ces lunettes, Florence, non? Oh, elle voit rien. C'est où? Ah, c'est pour ça Ah, qu'elle voilà, confond les voilà, prénoms. les noms, ouais, ouais. Ah, c'est pour ça. Mais c'est des loupes, c'est vrai. Arrive à un certain âge, ça prend ce problème-là. Attention, c'est enregistré. Ah oui, ouais, c'est. Là, voilà. Ah là, vous êtes mort. Là, t'es mort.
C'est de l'humour. Oh. Ah, mais il est mort quand même. Au revoir Philippe. Salut Pierre. Faut bien rigoler. Ça passe assez vite. Oui. Ça c'est vite, c'est intéressant. Qu'est-ce que t'as pris pendant... Je m'en doute. C'est qui maintenant? Là, c'est Terry. Terry Vrécor. Ah. C'est la femme de Franck. Et ça s'appelle comment? Alors, j'en sais rien. C'est S. Mais tu sais, c'est dans l'antillais, et c'est pas évident de dire ça. moi je... S, c'est. Bah, c'est ce qu'on disait justement, tu dis. Oui, c'est moi qui Bah oui, je Encore les lunettes. Tu avais besoin de lunettes. S-I-W. Non, c'est Tom qui regardait tes lunettes et tu dis, oh, Ah bah oui, c'est de la loupe pas maximum. Non, il y a d'où le Non. doux encore. J'ai C'est du des lama. loupes, ça Hein? C'est des loupes. Ah. C'est tout simplement des loupes. J'ai jamais mis de lunettes de ma vie, moi. Hop, hop, hop. Et voilà. Allez, bah. on y va. On y va? Voilà, au bar de l'économie sur EDFM Radio Anguin, c'était Terry Vrécor avec un extrait de Sioux, l'un de ses derniers titres. Alors aujourd'hui, nous parlons investir dans l'aéronautique, nous parlons de résidence étudiante ou intergénérationnelle, et puis des métiers en voie de disparition. Et c'est ça dont on va parler tout de suite avec vous, Philippe Mallet, car vous présidez, avec vous, Pierre Popelier, décidément. Aujourd'hui, je fais un méli-mélo entre les Philippe et les Pierre. Je suis désolée, excusez-moi. Excusez-moi. Vous êtes spécialisé dans les travaux hydrauliques, mais concrètement, vous travaillez dans le métier de fontainier. Expliquez-nous ce qu'est ce métier de fontainier, puis surtout, comment vous avez eu l'idée de créer cette entreprise? Alors, les fontainiers, c'est un métier en fait hydroélectrique, voilà, où il y a une partie électrique qui est quand même assez conséquente, en électrique, et puis tous les chemins de câbles, les câbles, ça fait quand même beaucoup d'électricité, plus de la programmation, plus des automates, puisque maintenant tout se commande par smartphone et puis ordinateur et tablette, voilà, donc ça on le gère aussi. Donc je reviens sur un point, c'est le métier, c'est pas le métier, je pense, qui est en voie de disparition, c'est le savoir-faire qui est en voie de disparition. Voilà. Notamment, nous on est les seuls en France à être concepteurs électriques, c'est-à-dire qu'on produit toutes nos armoires électriques et personne d'autre ne le fait à la concurrence. Voilà. On est vraiment les seuls, la concurrence fait de la sous-traitance pour tout ce qui est armoire électrique. Oui, mais enfin, vous dites que seul, c'est le savoir-faire qui est en disparition, mais pas que, parce que finalement, que 7 fontainiers en France, c'est pas beaucoup. Il n'y a jamais eu beaucoup de fontainiers en France, parce que c'est vraiment un petit métier, puisque les fontaines, on en trouve souvent dans les villes, le château de Versailles, tout ça, c'est Tout le monde veut sa fontaine, en fait, toutes les communes. Fontaine, mais tout le monde ne veut pas l'avoir, parce qu'une fontaine coûte relativement, c'est assez onéreux quand même. Donc bien souvent les collectivités, à 90% ce sont nos clients. Et après le reste, en particulier, c'est plus compliqué parce que ça demande beaucoup de travaux et pas mal d'investissements. Voilà. Donc on l'a bien compris, les clients principaux, ce sont les collectivités publiques. C'est ça, collectivités publiques, ou vraiment on fait du privé aussi, mais bon, c'est du gros privé. Mais à ce moment-là, est-ce qu'avec le réchauffement climatique, la brumisation prend plus de place? Alors, on fait beaucoup plus de brumisation depuis maintenant 2 ans. Voilà, j'ai de plus en plus de demandes de brumisation. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui n'est pas trop onéreux, voilà, avec une installation assez rapide. C'est-à-dire qu'une brumisation va s'installer en 1 semaine en fixe. Voilà. On fait plusieurs types de brumisation, par mât, par le sol. Et ça, on a de plus en plus de demandes chaque année. Voilà, c'est avec justement les canicules de chaque été, on a de plus en plus de demandes. Alors, vous avez dit tout à l'heure que c'est donc le savoir-faire qui disparaît. Donc, il faut un savoir-faire en hydraulique et en électricité. Est-ce que ce sont des postes différents? C'est-à-dire que c'est des travails en équipe, chacun sa formation finalement? Ou bien est-ce que il faut avoir les 2 capacités, électricité et hydraulique, pour être fontainier? Les 2 capacités, on peut les avoir si on a la base électrique. C'est plus simple d'apprendre l'hydraulique quand on est électro à la base,
mais plus compliqué pour un hydraulicien d'apprendre l'électricité, parce que c'est un peu plus complexe que d'aligner des tuyaux. Voilà. Ensuite, après, il y a les soudures sur inox, sur acier, etc. Donc là, c'est encore un autre métier dans ma société. Et puis après, sur le terrain, on a un peu de tout, parce qu'en fait, on a deux services, un service maintenance, qui fait que ça, la maintenance des fontaines, le traitement d'eau, les dépannages, les réparations, et puis un service travaux neufs, où là, effectivement, le service travaux neufs, c'est bien souvent des canalisateurs qui sont sur site, et puis après, les électros qui prennent la suite pour les branchements et puis les essais. Alors du coup, pour la transmission du savoir, finalement, c'est vous qui avez créé l'entreprise il y a 19 ans. Voilà, j'ai créé l'entreprise il y a 19 ans, moi je suis depuis 30 ans dans la fontainerie. Voilà. Donc j'ai été sur le terrain, donc je sais un peu de quoi je parle, et je suis électro de métier. Voilà. Et j'ai décidé il y a 20 ans de fonder cette société parce que je voulais partir de la concurrence tout simplement, parce que les conditions n'étaient pas très bonnes, et puis aujourd'hui on est les leaders sur la fontainerie. C'est que en face on a des groupes, mais sur les groupes c'est que les petites structures de fontainerie. Voilà. Sur un groupe ça représente Peanuts en fontainerie. Donc vous avez dit tout à l'heure que c'était difficile de recruter quand on a commenté les infos. Ouais. C'est vous qui avez transmis votre propre savoir-faire finalement à vos premiers salariés? C'est ça. J'ai salarié avec moi depuis les premiers qui sont rentrés, c'était à l'ouverture de la société. Je leur ai transmis, je leur ai appris. Donc c'était compliqué au départ forcément, puisqu'on est parti de rien. Et aujourd'hui, ces salariés sont toujours là. Voilà. Ils ne sont pas partis. Ils sont fidèles. J'en ai très peu qui sont partis. C'est un peu grande famille, on n'est que 15 dans la société, c'est une petite société. Hein. Et en fait, c'est une grande famille. Voilà. C'est une grande famille, tout le monde s'appelle le soir, savoir comment s'est passée la journée. Voilà. Et les intrus en général ne restent pas. Les intrus, Ceux qui ne c'est-à-dire font pas l'affaire, en général, c'est mes salariés qui s'en occupent, c'est pas moi. ceux qui n'arrivent pas à s'intégrer, vous C'est voulez ça. dire? Ouais. Et c'est donc vos salariés plus Ouais. anciens qui vous disent Ouais. le nouveau, ça va pas. Ça va pas le faire. Voilà. Ça va pas faire, il peut pas s'entendre avec l'esprit d'équipe Voilà, c'est ça. conforme. En fait, c'est un peu ça. C'est ça. Vous avez un esprit de famille C'est finalement. ça, c'est l'esprit de famille et on essaie de transmettre, parce que moi, arrivé à un moment, je partirai en retraite aussi, hein. Je suis plus tout jeune, donc voilà, il faut arriver à transmettre tout ça et puis que ça perdure. Donc vous pensez déjà à la transmission de votre propre entreprise Oui, je ou à la pense. vendre? À la vente, oui, je pense. Oui. C'est-à-dire, vous allez envisager, parce que j'imagine que vous tenez beaucoup à cette entreprise. J'y tiens beaucoup, si je la vends, il faudra trouver le bon acheteur qui va bien, qui continuera à œuvrer comme on l'a œuvré nous, parce que j'ai pas de transmission pour mes enfants, donc ils font autre chose, et j'y veillerai, voilà, j'y veillerai. Donc oui, c'est votre bébé auquel vous allez bien sûr faire attention, c'est comme un bijou précieux, j'imagine. Avec un bel accompagnement. Mais vous pourriez retrouver un salarié qui voudrait reprendre éventuellement dans votre équipe? Non, ça va être compliqué, très compliqué. Parce qu'ils ont tous à peu près Non, le même âge. Oui, c'est la quarantaine, le plus ancien à 50 ans. Voilà. Donc non, ils n'ont pas ça dans l'optique. Voilà. J'ai essayé, mais ça ne marche pas. Et donc, à la limite, un jeune qui voudrait démarrer, apprendre le métier, ça serait possible. Une transmission toute Bien douce, sûr, en douceur. Tout en douceur. Voilà. Alors, on va reparler de difficultés donc, de recrutement. Vous allez les chercher où? Dans les lycées? Comment Pas du faites-vous? tout, non, je vais les chercher sur Pôle emploi en général, tout simplement. Voilà, je vais voir les annonces de Pôle emploi. Et puis après, on fait des entretiens, ça marche ou ça marche pas. Déjà, il faut trouver des personnes qui veulent travailler, c'est pas toujours simple. Voilà. Des personnes qui en veulent. Et puis avoir de la patience aussi, ça c'est très compliqué maintenant d'avoir de la patience. Voilà. Pourquoi c'est compliqué? On veut tout de suite. On veut tout de suite, on veut le savoir tout de suite. Voilà. Donc celui qui manque de patience, c'est pas vous pour la transmission, Pas du vous tout. voulez dire c'est le jeune C'est le jeune qui arrive. qui vient en apprentissage. Voilà. Qui a été peut-être certainement mal conseillé par l'école aussi, je pense. C'est-à-dire, Bon, alors, on lui fait miroiter des choses qui n'existent Des pas. salaires qui n'existent pas, en fait, tout simplement. Voilà. Et des conditions de travail. Un jeune qui sort de l'école ne sait pas travailler. Il faut lui apprendre à travailler. Il a des connaissances, mais il ne sait pas travailler. Donc, en électrique, par exemple, c'est très compliqué. On fait de l'automatisme. L'automatisme, c'est pas brancher une prise de courant, c'est toute une armoire électrique complète. Donc ça, avant d'apprendre, de pouvoir simplement dépanner une armoire, il se passe quelques temps quand même. Ça se fait pas tout de suite. Combien de temps il faut pour vous? Pour moi, il faut, pour commencer pas trop mal, à lâcher le personnel, il faut à peu près 6 mois. Pour commencer à le lâcher tout seul.
Et il faut à peu près 2 ans pour qu'il commence à être très réactif. Alors au début, ça veut dire que pour un jeune qui nous entend, on démarre à combien au niveau salaire? Un jeune qui sort de l'école, ça se pose aux alentours de 1004 à peu près, plus les primes de panier, parce que comme on fait du chantier, donc c'est les primes de panier, qui représentent à peu près entre 210 et 230 euros par mois, non imposables pour les primes de panier, je tiens à le préciser, et un véhicule de fonction, donc une fourgonnette de fonction. Il rentre avec tous les soirs chez lui et il repart sur les chantiers directement le matin. Pourquoi? Parce que c'est plus simple. Nous, on fait 7 heures sur les chantiers, 16 heures. Dans la mesure où 7 heures, ça évite les bouchons, les premiers bouchons. Donc ils partent directement de chez eux, 7 heures sur le chantier, ils repartent à 16 heures. Et entre 16 heures, il n'y a pas trop de bouchons non plus. Donc c'est avantageux, finalement on commence tôt, mais au moins on finit tôt. Oui, et puis c'est quand même avoir un véhicule à disposition, c'est quand même bien appréciable. C'est un gros avantage quand même. Absolument. C'est un gros avantage. Donc ça c'est pour les jeunes. Alors Et pour les plus anciens aussi, hein. Ils ont aussi un véhicule. Tout le monde chez vous a son véhicule finalement. Tout le monde est indépendant. Voilà. Et c'est pour ça que le soir, finalement, vous ne faites pas beaucoup de réunions. Le téléphone non, pas du tout. En fait, sert à ça. Nous, on fait un planning le lundi matin à 7h à la société, planning général, et tout le monde part sur les chantiers. Donc tout le monde est là le lundi Tout matin. le monde est là le lundi matin. Ils savent ce qu'ils ont à faire dans la semaine. Et à partir de là, je les vois plus, je fais confiance surtout. Voilà. On ne va pas gérer autrement qu'en faisant confiance de toute façon dans beaucoup d'entreprises. On n'a pas géolocalisé les véhicules, on marche vraiment à la confiance. Voilà. Et vous dites que là, vous avez eu des déceptions finalement avec des jeunes. Oui, les jeunes qui ne voulaient pas travailler, tout simplement. Voilà, ils sont venus dans la société, ils sont restés 15 jours, 3 semaines, et puis le métier était trop dur. C'est-à-dire se lever le matin, c'est trop difficile? Ouais, c'est difficile, et puis c'est trop dur le métier. C'est trop dur. C'est trop dur pour certains, c'est trop dur de passer l'épuisette dans l'eau pour ramasser des feuilles. Voilà. Oui, parce que le métier de fontainier et d'hydro et puis d'électricien, ça n'est pas que de monter des armoires ou de faire de l'hydraulique. Il y a aussi d'autres choses à côté, c'est ça que vous voulez dire? Il y a la partie travaux. Donc, partie travaux, c'est la conception de fontaines neuves ou réhabilitation éventuellement d'ouvrages. Mais après, il y a toute la partie maintenance. Et la partie maintenance, donc là, effectivement, il y a beaucoup de dépannage électrique parce que la plupart des pannes sont électriques, hein, en général. Hydraulique, on le voit tout de suite. Mais après, il y a tout le traitement d'eau. Dans le traitement d'eau, ça veut dire chlorer l'eau, enfin mettre tous les produits qui vont bien pour gagner l'eau claire, et également ramasser tous les corps flottants. Voilà, donc ça, c'est aussi, ça fait partie du métier. Voilà. Et ça, les jeunes ne veulent pas l'accepter? Non, c'est compliqué. Ils ont du mal à l'accepter. Travailler dehors quand il fait froid, ils ont du mal à l'accepter. C'est pas tous, hein, attention, hein, pas tous. Mais bon, voilà, j'ai eu des déceptions là-dessus, bien sûr. Ouais. Donc du coup, c'est qui pour vous celui vers lequel vous pouvez trouver des jeunes? Vous allez à Pôle emploi? Comment faites-vous? À Pôle emploi, puis je tape les mots-clés. Fontainier, bon, il n'y a pas beaucoup. Je tape électro, je tape même manœuvre, je tape relevage, parce qu'on fait aussi des postes de relevage. Enfin voilà, je tape un tas de mots-clés pour trouver quelqu'un qui peut correspondre à ce qu'on cherche. Voilà. Alors le lycée Le Corbusier à Cormeilles en Parisis et le lycée d'Anguin ici, Gustave Monod, forment en électro je suis technique. déjà entré en contact il y a quelques années avec le lycée Le Corbusier. Donc il s'était vu, en fait on avait plusieurs jours de visite. Le premier jour c'était visite de la société. Je leur ai fait voir succinctement comment fonctionnait une société, puisque c'est une petite société, donc la compta, machin, tout ça, voilà. Et puis après, on est parti chez un fabricant de matériel de fontanerie, parce qu'il y a très peu de fabricants de matériel de fontanerie aussi. Et ensuite, on était sur des sites pour leur faire voir des machineries, leur faire voir comment ça fonctionnait, pour les intéresser, voilà. Après, je suis retourné vers leur lycée, j'aurais fait un petit examen, voir s'ils avaient bien tout compris, et voilà, enfin, histoire de... Puis j'ai participé quelques examens avec le lycée. Et ça permet de faire comprendre aux jeunes vos métiers et de pouvoir recruter derrière, en fait. De les amener sur le terrain et voir ce qu'on fait. À l'école, on voit pas ce qu'on fait. Voilà, on apprend la base, mais on connaît pas le terrain. Oui. Alors justement, vous avez des postes à pourvoir en ce moment? Oui, j'ai des postes à pourvoir. Donc actuellement, je cherche des personnes pour la maintenance, sans formation particulière, qu'on va former. Voilà. Donc c'est travailler sur toute l'île de France. Ensuite, je cherche un câbleur d'armoire électrique, voilà, et un électrotechnicien, voilà, sur le terrain pour faire du dépannage, parce qu'il y a beaucoup de dépannage quand même sur les à peu près, enfin on a à peu près 250 ouvrages en maintenance, donc il est bien évident que 250 ouvrages on les dépanne tous les jours.
Pas en ce moment parce que c'est l'hivernage, mais tous les jours on n'allait pas non. Donc, si des personnes formées s'intéressent à vous ou à former, vous les prenez même en apprentissage. Oui, éventuellement, ça peut se faire. Comment fait-on pour vous contacter, Pierre Popelier? www.gth92.com. Je répète, www.gth92.com. Tout simplement, on envoie un email via votre site internet. On envoie un email via le site internet et puis au pire, téléphoner au standard. On vous téléphone et puis voilà. Expliquez-nous un peu l'impact de la pandémie pour vous. Comment ça s'est passé? L'impact de la pandémie, par rapport au chiffre d'affaires, on ne l'a pas trop ressenti. On a pris que 10% de perte de chiffre d'affaires parce que les chantiers étaient complètement fermés en avril et mai, enfin mars, avril, mai. Ils ont complètement fermé tous les chantiers partout. Donc on a pu se débrouiller quand même, puisqu'on avait des armoires électriques à faire en atelier, donc on les a faites, ce qui a permis de faire du chiffre d'affaires. Et après, derrière, les chantiers se sont de nouveau ouverts et on a pu retravailler normalement sans difficulté particulière. Est-ce que vous avez fait appel aux aides de l'État, le PGE, le chômage partiel, et comment ça s'est passé? Le PGE, on n'a pas fait appel parce qu'on avait suffisamment de trésorerie. Parce que ce qu'il faut savoir, comme on travaille avec les collectivités, ils ont instauré Chorus, un logiciel qui assez récemment. Donc depuis qu'il y a Chorus, on est payé assez rapidement. Ce que vous voulez dire, c'est que la plateforme Chorus, c'est important quand on est entrepreneur et qu'on travaille avec le public, les institutions publiques. C'est important et indispensable finalement de s'inscrire dessus parce que comme ça, on est payé. C'est obligatoire. C'est la survie finalement de l'entreprise. C'est obligatoire de passer les factures par Chorus. On n'a pas le choix, maintenant c'est comme ça. Ça permet de court-circuiter plusieurs services au sein des mairies. Et ce qui fait qu'aujourd'hui on est payé, pour en venir au PGE justement, aujourd'hui on est payé à 30 jours, c'est très bien. Mais avant qu'il y ait Chorus, là on était payé jusqu'à 90, 120 jours par les mairies. Pas toutes, bien sûr, mais... Voire même 380, vous m'avez dit. 380. Il y a des collectivités publiques qui payent à un an, finalement plus d'un an. Un peu plus d'un an, ouais, un peu plus d'un an. Donc si vous voulez, on a beaucoup de trésorerie pour justement tenir face à ce manque de règlement, quelque part, ce retard de règlement. C'est l'avantage de la plateforme Chorus, donc. Voilà, l'avantage de Chorus, c'est qu'on est payé rapidement maintenant. Bon, il y a la mise en route qui est un peu longue, parce que c'est un peu compliqué au départ. Ça ne marchait pas très bien, maintenant ça fonctionne très bien. Et là maintenant ça rentre complètement. Parce que nous les fournisseurs, on les paye à 30 jours. On n'a pas le choix, sinon ils ferment le compte. Moi je ne ferme pas les fontaines parce qu'on ne m'a pas payé, sinon on n'aura plus la maintenance. Mais à côté de ça, on a assez de trésor pour tenir et on n'a pas fait de plan garanti par l'État. Voilà. Par contre, effectivement, ce qui était très compliqué, c'était d'inscrire au chômage partiel. C'est-à-dire on s'inscrit à la directe qui nous envoyait des codes. Nous, on a eu les codes un mois et demi après, ce qui fait que j'ai dû avancer 2 mois de salaire pour toute la société, parce que les salariés, il faut bien les payer. Moi, pour ma part, Macron avait dit j'oublierai personne, mais m'a oublié, puisque quand on est plus de 10 salariés, et que je suis TNS, c'est-à-dire travailleur non salarié, quand il y a plus de 10 salariés, on ne touche pas les 1 500 €. Voilà. Donc ça, on n'a droit à aucune aide quand on est patron d'entreprise comme vous. Rien du tout. Absolument. Parce que vous dépendez de la Chambre des métiers. Oui, et on n'a le droit à rien. Donc du coup, heureusement que vous aviez de la trésorerie. Oui, c'est ça, heureusement qu'il y avait de la trésorerie. Puis mes fonds propres aussi, on appelait les fonds propres, forcément. Vos économies personnelles. C'est ça, pour pouvoir... Sinon, rien du tout. Absolument. Donc vous faites partie des oubliés de la nation, c'est ça que vous dites? Bah oui, parce que quand j'oublierai personne, si, oublié, je ne suis pas le seul oublié, il y en a d'autres. Mais voilà, c'est parce que vous êtes indépendant, vous êtes travailleur non salarié? C'est ça, oui. Nos salariés, donc on n'a pas le droit. On avait le droit à 1 500 € et en fait on a eu... Vous avez eu 0. 0. Il fallait être moins de 10 salariés pour les avoir. Donc du coup vous en voulez à l'État? Non, pas du tout. Non, parce que malgré tout, l'État me fait travailler aussi, puisque je travaille pour les collectivités. Donc je peux pas leur vouloir plus que ça, mais c'est quand même anxiogène. Je veux dire, c'est quand même très anxiogène de parcours du combattant, parce qu'il faut savoir que pour déclarer le chômage partiel, on avait 2 mois. Moi, j'ai eu l'école au bout d'1 mois et demi parce que je les ai cherchés. Parce qu'il fallait retrouver des codes. À l'époque, il y avait des aides à l'embauche qui s'appelaient Philae. Donc, c'était les mêmes codes, mais ça, ils ne vous le disent pas. Donc, il fallait rechercher les codes. Et en fait, on les avait au bout d'1 mois et demi.
Et on l'avait que 2 mois. Ouais, donc c'est très anxiogène parce que moi que je me paye pas, c'est une chose, je suis chef d'entreprise, je me paye pas, mais pas pouvoir payer ses salariés. C'est angoissant. C'est très angoissant. Voilà. Mais vous ne vous êtes pas fait aider par la Chambre des métiers ou la Non, Chambre de personne- commerce? Personne ne m'a aidé. Non, personne ne m'a aidé. Ils ne savaient pas répondre à la question, Non. vous n'avez pas cherché? J'ai pas cherché. On a essayé de. C'est la directe. On est tombé une fois sur un conseiller qui était mieux que les autres, on va dire, parce que bien souvent ils récitent leur texte. Hein, voilà, et puis un peu comme ça pour autrement. Là, il était un peu mieux que les autres, et c'est lui qui nous a expliqué justement qu'il fallait passer par cette filière et qu'on avait toujours le même code pour accéder. Donc au bout d'1 mois et demi seulement, vous avez eu la bonne information, c'est ça que vous voulez nous dire? Et en attendant, c'était l'angoisse, les maux de tête. Les maux de tête, et puis il faut payer aussi les salaires, il fallait les payer. Et puis de trouver l'argent pour payer les salariés. Et puis les maux de tête aussi, et puis les nuits assez courtes. Voilà. Pour continuer à chercher justement, Voilà, pour c'est éviter de fermer l'entreprise par faute. Après, j'aurais fait un prêt garanti par l'État si jamais si j'avais pas eu de chômage partiel, oui, j'aurais fait un prêt garanti par l'État. Forcément. Donc finalement, vous voulez nous dire que l'information n'est pas complète. En fait, quand on donne nous une information, par exemple, il faudrait qu'on soit plus complet, même nous les journalistes. C'est possible, mais je pense qu'il y a aussi un parcours du combattant. Est-ce qu'il est volontaire ou pas, je ne sais pas, mais il y a un parcours du combattant. Ah, vous voulez dire carrément que les services administratifs, finalement, cherchent pas vraiment. à ce qu'il y ait ce parcours de combattant et que tout ne soit pas très simple. C'est ce que j'ai ressenti. Voilà. C'est pas ce C'est que votre j'affirme, mais ressenti, c'est ce que oui. j'ai ressenti. En tout cas, c'est intéressant de l'entendre. Pierre Popelier, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour le futur, alors justement? Eh ben, De quoi avez-vous besoin? Qu'on fasse plein de fontaines et puis que j'ai le personnel qui va bien pour le faire et que ce métier perdure dans les règles de l'art, surtout. Est-ce que le métier change avec l'automatisation? Oui, ça change parce qu'on nous demande maintenant de tout faire à distance, changer les... Vous savez, il y a le matériel qui évolue aussi. Voilà. Simplement des projecteurs qu'on met dans les fontaines pour éclairer les jets d'eau. Avant, c'était des projecteurs blancs. Maintenant, c'est des projecteurs à LED qui changent de couleur. Donc, forcément, on nous a demandé également, par le biais de smartphone, de tablette ou d'ordinateur, de pouvoir gérer à distance les changements de couleur. Tout, voilà. Ça fait partie du jeu, quelque part. Il faut évoluer. Nous, c'est un système qu'on a développé il y a plus de 10 ans, qui n'existait pas à l'époque. Voilà. Oui, parce que l'une de vos spécialités, c'est la création, finalement, On fait de la création. dans votre métier de fontainier. En électrique, on fait de la création complète. Voilà, totale. Et ça, c'est... Donc vous avez un bureau d'études, j'allais dire, en interne. C'est ça. J'ai un automaticien en interne qui est bureau d'études et qui s'occupe de pondre les schémas pour pondre une armoire électrique derrière. Voilà. Pierre Popelier, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2021? Je vais dire une meilleure année parce que bonne année, la dernière fois que j'ai souhaité, elle n'était pas bonne. Donc je souhaite une meilleure année à tous surtout. Et puis qu'on se débarrasse de ce Covid, là, de cette pandémie au plus vite. Donc vous aussi, la vaccination pour tous. Si D'ailleurs, les salariés vous le demandent? Non, pas du tout. On n'en parle pas? Vaccination, je dirais comme Philippe tout à l'heure, si elle est efficace, oui. Voilà. Mais enfin, on n'y est pas encore. Donc vous attendez que la France reçoive ses vaccins au printemps, comme Déjà, on l'a que dit? tout le monde, tous les plus de 75 ans soient vaccinés, et enfin, toutes les personnes à haut risque soient vaccinées, je pense qu'on ne passera pas tout de suite. Merci beaucoup pour cet entretien, Pierre Popelier. Je rappelle que vous êtes dans un métier en voie de disparition, puisque vous êtes fontainier. Il n'y a que 7 entreprises en France qui font ce métier. Métier qui ne s'apprend pas à l'école, puisqu'il faut des connaissances en hydraulique et en électricité. Mais vous êtes prêt à les prendre dès l'apprentissage. Je pense que ça va intéresser beaucoup de jeunes qui s'intéressent à l'électrotechnique en particulier. Merci. Musique alors. Et pas mal votre site, Oui, bien. On a quand même fait le château de Chantilly. C'est pas rien. Oui, j'aurais bien voulu vous... On est passé au vacciner les autres aussi. Vous allez nous citer quelques grands clients quand même. Je ne peux pas vous citer tout le monde parce que... Non, citer des communes, des châteaux, ça fait rêver. Je fais le prince d'Arabie Saoudite, je ne peux pas le citer. Ah bon, pourquoi? Je ne peux pas, c'est secret. J'ai le droit de faire la photo. Non, les communes, ça peut être intéressant pour montrer justement Oui, ça ceux qui sont les plus impliqués. j'avais pas vu, j'habitais à Puteaux avant. Puteaux, j'ai fait plein de fontaines à Puteaux, j'en ai 50 en maintenance à Puteaux. Une cinquantaine en maintenance. Toujours c'est Caldi, la mer là-bas. Oui, ce sera toujours. Ouais, Après, ça c'est sera la mer. le fils après. Ouais. On sera le former.
Non, bah, je fais en lien aussi par une occasion, parce que c'est comme ça. Et c'est en fait, c'est en lien que j'ai commencé à développer les systèmes de commande à distance. Ah, c'est chouette ce que vous faites. Oui, on est vraiment spécialisé. C'est un métier très technique. Ah, faut être passionné, hein, c'est Ouais, sûr. mais ici, pour ça, j'essaie de transmettre la Ouais, passion. c'est vrai que c'est pas évident. Ça. Faut trouver quelqu'un de passionné derrière. non. Parce que Ouais, pour tu faire vas pour le moi, c'est site, pas là, c'est compliqué. pas- J'ai plein de demandes. Ouais. J'ai des groupes qui me demandent que ça, et ils viennent me chercher, j'ai pas besoin d'y aller. Ouais, Mais il faut quelqu'un qui soit moi, j'ai déjà refusé des offres. Ah, vous refusez quelquefois? Moi, j'ai refusé des C'est les offres, bien investisseurs. sûr. Parce que c'est Pourquoi? Parce que enfin, comment dire, ça ne me convenait pas comment ils voulaient développer. Le développement ne me convenait pas du tout. Voilà. Mais j'ai refusé l'offre et j'ai arrêté de travailler, sinon c'est pas un problème. Donc j'ai refusé cette offre. Voilà. Et d'ailleurs, je suis arrivé un lundi matin au bureau, voilà, parce qu'ils m'avaient énervé un petit peu les gars la semaine d'avant. Parce qu'il faut de l'art. Ma réputation, c'est dur mais juste. Ah oui. En fait, je suis arrivé un matin et j'ai voulu faire un tour de magie. Ouais. Je suis avec une enveloppe recommandée. Je vais l'ouvrir devant vous voilà, et je lis. La société de groupe machin, on vous rachète, je leur dis le truc. Je dis ouais, non. Bah, je ne vais pas vendre parce que je vous aime bien. Voilà. Mais faites en sorte que je vous aime toujours. Ah oui. Vous êtes calmé. Voilà. Et moi, il y en a un pour deux de mes salariés, je suis le père spirituel. J'imagine, ouais. Bah oui, quand on a 15 salariés, on est très proche Oui, finalement. je les aime. Et puis, chaque poste est interdépendant. S'il y en a un qui ne va pas, tout va mal. Exactement, une grande solidarité, une polyvalence. Et vous avez sur le site, Je voilà laisse ce qu'on fait. reprendre, ça c'est fait- maintenant. Ouais, on y va. Nous voici de retour au bar de l'économie. Nous étions en train de parler de ce métier en voie de disparition, le métier de fontonnier. Pierre Popelier, pour terminer, il y a une très forte interdépendance entre chaque salarié. Si quelqu'un travaille mal, bah, tout le monde s'en ressent, j'imagine. C'est ça. Donc finalement, vous êtes très proches les uns des autres. On est très proches les uns des autres. Mes salariés s'appellent le soir pour savoir comment s'est passée la journée. Et moi, je suis très proche d'eux, ils sont très proches de moi. On discute, enfin, on s'appelle quand il y a des problèmes, des soucis. Bon, ça n'empêche pas les coups de sang, j'imagine. Oui, mais bien sûr, je suis un gueulard, moi. Voilà, je suis un gueulard, mais on m'appelle le dur mais juste. Mais voilà, je sais rendre les choses. Mais en même temps, vous avez des beaux clients. Vous travaillez aussi bien dans les châteaux que pour des communes. Oui, bien On sûr. a cité les communes, mais qui d'autre comme client On a refait toutes les ça fait fontaines- rêver en fait. On a refait toutes les fontaines du château de Chantilly. Alors là, c'était plus compliqué parce que vous savez que les fontaines fonctionnent avec une pompe et des jets d'eau, donc Voilà. un recyclage. Sauf que le château de Chantilly, c'est comme le château de Versailles, ça marche en gravitaire. C'est-à-dire que vous avez un réservoir qui est basé plus haut que les jets d'eau. Et en fait, la pression de ce réservoir fait que ça fait monter les jets en pression. Et après, tout part, c'est de l'eau perdue. Donc voilà. Donc nous, on a refait toute cette partie-là. On a refait toutes les parties, tous les jets, tout en gravitaire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune pompe. Et on a fait les calculs, pour faire les calculs des jets, on a pris un escabeau, un tuyau d'arrosage et un diamètre de jet au bout du tuyau Donc d'arrosage. tout est naturel finalement. Tout est naturel. Mais est-ce que l'eau est recyclée? Non, pas du tout. Ça Ouais. part, Après, elle arrose les jardins. voilà, c'est ça. On va dire que ça arrose les jardins et ça part, c'est de l'eau perdue. C'est de l'eau perdue. Est-ce que la demande de recyclage n'est pas automatique? Alors ça s'est fait un peu au château de Versailles, maintenant ils commencent à recycler un peu quand même, puisqu'il faut savoir que au château de Versailles, toutes les fontaines ne peuvent pas fonctionner en même temps, puisqu'il n'y a pas d'arrivée d'eau. Voilà, l'eau ça vient même de Saclay, ça vient de Rambouillet, ça vient assez loin, ça vient des étangs de Hollande, mais il n'y a pas assez de débit pour alimenter. Voilà, donc en fait les fontainiers suivaient le roi à l'époque. Ils ouvraient une fontaine quand il passait, il la fermait quand il était passé, ils ouvraient l'autre qui était devant, etc. etc. Voilà. Alors, Éric Balsi, on va changer de sujet, bien sûr, avec vous, mais vous, les fontaines, dans les immeubles que vous construisez, vous en installez? C'est pas encore à l'heure du jour, mais on va y penser. Pierre, On peut en faire si vous voulez, je me tiens à votre disposition. Pierre On va regarder Popelier. ça. Alors, Éric Balsi, présentez-nous un peu Claisance, qui vient de s'installer, si je puis dire, à Roissy, en France. C'est ça, alors Plaisance, c'est donc, vous l'avez rappelé, une filiale d'Action Logement, l'ex 1% patronal. C'est 50 000 logements en gestion, c'est plus de 700 salariés, on est 710 à peu près. Et on intervient donc en Ile-de-France à peu près à hauteur de 20% de notre activité. En termes de patrimoine, on est à 5 000 à peu près, mais par contre en termes de développement,
on réalise à peu près 600 nouveaux logements par an. Et donc, du coup, vous recherchez des fonciers pour pouvoir construire plus de logements? Alors on cherche évidemment Où est-ce que c'est? des fonciers qui est évidemment en Île-de-France très cher, hein, c'est ce qui coûte le plus au démarrage. On travaille aussi avec des partenaires, hein, des promoteurs, et on achète directement au VFA, hein, pendant l'étape d'achèvement. Donc on fait les deux parce que comme le foncier est rare, on travaille également en partenariat. Et du coup, vous avez développé un modèle original de résidence intergénérationnelle. Expliquez-nous où c'est placé. Alors, une des belles réalisations, c'est à Moussil-Neuf, qu'on l'a faite il y a pas si longtemps, qu'on a livré. L'intergénérationnel, en fait, on voit que c'est un thème d'actualité. Vous avez parlé des jeunes. On parle aussi de plus en plus des personnes âgées, des seniors, qui veulent en fait de moins en moins, quand ils sont en bonne santé, aller dans des centres médicalisés, dans des EHPAD, et préfèrent rester le plus longtemps possible dans leur logement. Donc soit on réalise des résidences purement seniors, avec des services, et là on a des associations qui les accompagnent, qui les aident, qui leur proposent des services en lien avec les mairies ou avec les agglomérations. Ou alors, ce qui marche encore mieux, c'est cette solidarité intergénérationnelle où des jeunes actifs, c'est pas forcément des étudiants, c'est des apprentis, c'est des jeunes qui viennent de démarrer, hein, qui ont leur premier CDI, et qui vont avoir dans leur parcours résidentiel un logement moins cher, mais dans ce cadre intergénérationnel où ils peuvent eux-mêmes, s'ils le désirent, rendre service, aider les seniors. Donc c'est un concept qui arrange tout le monde finalement, les seniors qui peuvent avoir des aides. Ou alors peuvent proposer eux leur aide pour garder des enfants, par exemple. Par exemple, exactement. Ça peut être voilà. aussi l'inverse. Ça peut être l'inverse aussi. Ça peut être l'inverse aussi. C'est vraiment de l'entraide entre les deux populations. Il y a des salles communes, souvent. Ce sont les associations qui les gèrent. Ça peut être co-géré avec les maires, les mairies. Voilà un peu le concept. Et c'est vrai que ce qui est intéressant pour nous, hein, dans une population qui est vieillissante en France, où de moins en moins, à moins vraiment d'avoir des problèmes de santé, de moins en moins les gens veulent aller dans ces centres médicalisés. S'ils peuvent rester le plus longtemps possible dans un logement et être autonomes, ils le font et c'est ce que l'entourage et la famille souhaitent le plus. Alors ce concept de résidence intergénérationnelle, ça fait combien de temps que vous arrivez à le mettre en place? On l'a développé depuis 3 ans parce qu'on a vu une demande importante des élus dans ce sens, des résidences qu'on fait en proche centre-ville ou en centre-ville. Hein, il y avait plusieurs années, il y avait une tendance à faire des résidences seniors, des EHPAD en dehors des centres-villes. Les personnes qui veulent être autonomes veulent tout. Il leur faut un centre médical, il leur faut la pharmacie, il faut qu'ils puissent se déplacer quand ils peuvent, acheter leur pain, etc. Enfin, voilà, les commerces à proximité. Les commerces à proximité. Alors, en ce moment, c'est évidemment plus compliqué comme sujet. Mais effectivement, c'est de faire ces résidences de plus en plus dans les centres-villes. Et les étudiants, les jeunes actifs, c'est pareil. Ils veulent être dans le centre. C'est là où il y a le plus d'animation. Et j'espère très vite tous les centres culturels qui vont ouvrir. L'animation, la dynamique, les restaurants, c'est souvent bien évidemment plus simple pour des jeunes d'être en centre-ville. Donc le concept est né en fait d'une demande des élus. Quand la demande se répète, on sent qu'il y a un vrai besoin et donc le concept a émergé avec l'aide d'associations parce qu'en fait il y a une gestion tellement spécifique que dans nos métiers traditionnels on ne savait pas forcément faire parce qu'il y a c'est pas, on va dire, un personnel de proximité ou un gardien qu'il faut dans ces résidences. On a vraiment quelqu'un qui anime et qui a une formation et un diplôme qui est spécifique. Avec quelle association travaillez-vous alors pour mettre en place tout? Alors on en a plusieurs selon les territoires. Le dernier en date avec laquelle on a signé un partenariat appelé les Maisons Marianne. Donc c'est les Maisons Marianne. Et en fait on a créé notre marque à nous avec eux, c'est les Maisons Marianne by Plaisance.
où en fait on apporte un service supplémentaire, et il y a des, voilà, il y a des choses en plus. C'est obligatoire pour celui qui vient habiter ou bien c'est facultatif? Dans ces résidences-là, la gestion est obligatoire, parce que c'est le partenariat qui va avec. Donc l'objectif du partenariat, c'est pas de construire et puis de chercher un gestionnaire pour dire qui va le gérer. C'est en amont du projet, c'est de le concevoir avec eux, parce qu'il y a tout un cahier des charges, il y a tout un agencement, une organisation des espaces qu'il faut prévoir. Et c'est parce qu'on travaille en amont avec eux que l'opération réussit et entre guillemets facile à gérer. Parce que souvent, les erreurs qui ont été faites par le passé, c'est on a parfois des bâtiments qui se vident, on se dit tiens, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher un gestionnaire, ça serait bien d'installer des seniors ou des étudiants, vous les mettez là-dedans, vous gérez. Ça ne marche pas. Si en amont, il n'y a pas un besoin qui est identifié et si on ne construit pas ensemble en amont du projet, c'est beaucoup moins efficace. Et du coup, pour ceux qui veulent habiter dans ce type de résidence, c'est de la location ou on peut aussi acquérir Alors un appartement? là actuellement le partenariat c'est de la location. On fait également des problèmes d'accession sociale, de maisons individuelles. Là par contre, on n'a pas encore les services. Donc les services, on va les chercher comment? On va essayer de voir si au niveau de la ville, il y a des choses qu'on peut mettre en place. Mais ça se fait, c'est pas industrialisé. Donc c'est pas à pas, avec chaque commune, vous réfléchissez aux besoins et aux possibilités de la commune. Ça se fait au cas par cas, ouais. Et du coup, vous dites c'est de la location donc. Oui. Et ça veut dire qu'il y a des critères ou bien est-ce que tout le monde peut venir habiter? Alors dans l'intergénérationnel, on a 40% qui sont réservés pour les seniors. Le reste, on fait le maximum. Est-ce qu'il faut un minimum ou un maximum de... C'est le maximum et le minimum, en tout cas c'est 40%, il faut faire le maximum pour nous de loger 40% dans ces résidences de seniors. C'est récent, c'est la loi Elan qui l'a mis en place, c'est justement pour favoriser le développement de ces résidences, parce qu'on peut très bien l'appeler intergénérationnel, puis derrière, mettre des familles, mettre que des étudiants, et puis finalement, voilà, donc 40% réservés aux seniors et les 60% qui on veut célibataires ou familles, peu importe. Majoritairement des jeunes actifs, donc étudiants, apprentis, jeunes qui démarrent, qui ont leur premier CDD, CDI, très exceptionnellement des familles. Et pour pouvoir y avoir droit, est-ce qu'il y a un maximum de revenus annuels? Il y a des critères. Quels sont les critères, s'il vous plaît? Je ne les ai pas forcément tous en tête, mais vous avez trois grands typologies de logements. Vous avez les premiers logements qui sont réservés pour des familles très modestes. Vous avez donc dans le logement social, donc là c'est vraiment les catégories qui ont le plus besoin. Vous avez la catégorie intermédiaire qu'on appelle le PLUS, qui est destinée à 2 tiers de la population française. Donc c'est quand même assez large. Et puis vous avez entre guillemets le logement dit intermédiaire, qui est entre le marché privé et le social, qui représente à peu près 20% d'un programme immobilier. Et là, on a des cadres, des ingénieurs, parce qu'on est aussi attaché à une certaine mixité dans les résidences. Je rappelle que c'est de la location. Alors, si on est intéressé, Éric Balsi, comment fait-on pour vous contacter? Alors, on va sur le site internet. Alors, d'abord, tout ce qui est logement social classique, l'État a mis en place un numéro unique, c'est-à-dire qu'on va dans n'importe quelle commune et on s'inscrit comme demandeur de logement social. Ça, c'est ce qu'il y a le plus classique. Et nous, derrière, en fonction des territoires qui sont demandés, les demandes nous arrivent. On peut aussi aller s'inscrire directement sur le site, donc plaisance.fr. Ça revient au même, puisqu'en fait, comme l'État a rendu obligatoire ce fichier, cette plateforme, ça sera automatiquement dans la reporté. Voilà. Alors, pour Claisance, qui gère quand même 50 000 logements, quelles sont les prochaines constructions ou quels sont les lieux où il y a de la place en ce moment? L'État nous pousse à aller évidemment vers les zones tendues. Donc forcément l'Île-de-France. Forcément l'Île-de-France. Et en même temps, on voit aussi une demande de gens qui veulent un peu s'éloigner, qui veulent des espaces, plus d'espace. Plus calme. Plus de verdure, plus de jardins. Voilà, d'où ma question sur les fontaines tout à l'heure. De terrain et pourquoi pas de fontaines. Ou en tout cas, même si c'est du collectif, des espaces extérieurs, des balcons, voilà. C'est vrai que la qualité, on a vu cette crise sanitaire a mis en évidence non pas le besoin de logement, c'est un besoin primaire, mais la qualité du logement et les inégalités, on les a vues surtout pendant le confinement total, entre ceux qui ont la chance d'habiter dans des maisons avec des espaces extérieurs
et ceux qui sont dans des collectifs avec des petites surfaces. Là, c'est plus difficile. Donc, du coup, ça veut dire que vous allez peut-être aussi réaménager des immeubles existants à cause de On les cette réhabilite, tendance. on a un programme ambitieux de réhabilitation. Alors, d'abord, la performance énergétique. Parce qu'aujourd'hui, pour notre responsabilité environnementale, c'est important, mais aussi pour réduire les charges pour les locataires. Le chauffage coûte quand même assez cher pour les locataires, donc l'objectif c'est de réduire ce coût. Après, des bâtiments des années 60-70, vous ne les transformez pas comme ça. Donc c'est assez compliqué. On va les améliorer, on va apporter un certain confort, une certaine sécurité, mais on ne va pas les améliorer comme ça. Et par contre, des nouvelles constructions, là, on fait des efforts. Est-ce qu'il y a des résidences où il reste de la place en Île-de-France? Très peu. Très peu. Il y en a très peu. Ce sont les nouvelles résidences qu'on livre et on a déjà une demande en cours qui est énorme. Donc la priorité, c'est la recherche de foncier. Tout à fait. Alors on va redonner votre adresse mail pour si jamais votre adresse internet, si jamais on veut vous contacter, Eric Palsy. Donc www.claisance.fr. Voilà, merci beaucoup parce que cette émission s'achève. Vous pouvez nous retrouver dès cet après-midi sur YouTube et sur Facebook, bien sûr. Je parle de l'économie, évidemment. Et moi, je vous retrouve dès demain pour d'autres sujets et d'autres innovations. Très bonne journée à tous et merci à vous trois pour votre présence en studio ce matin. Ciao, ciao. Merci.